Par une nuit claire, la Voie lactée ressemble à une simple bande lactée traversant le ciel. À première vue, cela pourrait nous tromper. On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un nuage d'étoiles, d'un joli fond au-dessus de nos têtes. Mais en réalité, quand nous regardons cette bande, nous voyons, de l'intérieur, l'une des grandes structures de l'univers. Un gigantesque disque de gaz, de poussière et de centaines de milliards d'étoiles dont nous faisons partie. On vit à l'intérieur de cet album. Cela a une conséquence importante. Nous ne verrons jamais notre galaxie de l'extérieur. Il n'y aura pas de vaisseau qui s'éloignera suffisamment pour prendre une photo complète, comme nous le faisons avec une nébuleuse lointaine. Toutes les images de la Voie lactée que nous connaissons sont des reconstitutions. Ce sont des cartes, des maquettes, des dessins réalisés à partir de données collectées à ce point très précis, le système solaire. Pour comprendre où nous en sommes, il nous faut d'abord une règle de mesure. En astronomie, cette règle, c'est l'année-lumière. La distance parcourue par la lumière en un an. Près de 10 milliards de kilomètres. Lorsque nous disons que le disque de la Voie lactée mesure de l'ordre de 100 000 années-lumière de diamètre, nous parlons d'une échelle difficile à imaginer. Et pourtant, dans l'univers observable, notre galaxie occupe un espace très modeste. C'est une spirale de plus parmi des milliards. De quoi est faite cette structure? L'image la plus simple est celle d'un disque, une sorte de crêpe cosmique, relativement fine par rapport à sa largeur. Au centre se trouve une zone bombée, le bulbe. De nombreuses vieilles étoiles et un trou noir supermassif y sont concentrés, l'extérieur étant les bras en spirale. Ce sont des zones où le gaz est comprimé et où la formation d'étoiles est intense. Le disque, pris ensemble, occupe environ 100 à 200 000 années-lumière d'un bout à l'autre, selon la composante mesurée. Le Soleil n'est pas au centre. Il occupe une position intermédiaire à environ 25 à 28 000 années-lumière du noyau, dans un bras secondaire du disque. Il faut environ 230 millions d'années pour faire un cercle complet autour du centre galactique. À partir de là, les étoiles du disque s'accumulent dans notre champ de vision et forment cette bande lumineuse dans le ciel nocturne. Si nous n'observions qu'en lumière visible, notre vision serait très limitée. La poussière interstellaire absorbe la lumière et cache une grande partie du disque. C'est pourquoi, pendant longtemps, les astronomes pensaient que le Soleil était proche du centre et que la galaxie était beaucoup plus petite. Les cartes étaient trompeuses. Ils ont fait de la cartographie sans savoir qu'il y avait du brouillard. Ce n'est qu'au début des observations radio et infrarouges, lorsque les amas globulaires et les étoiles variables ont été analysés, que la véritable structure a commencé à apparaître. Aujourd'hui, nous savons que le disque n'est pas une pièce uniforme unique. Il y a un mince disque, là où vivent la plupart des jeunes étoiles, rempli de gaz et de poussière. Et un disque épais, avec des étoiles plus anciennes et moins de gaz, qui s'étend plus haut et plus bas dans le plan. Ces deux éléments racontent une histoire. Ils indiquent que la galaxie ne s'est pas formée d'un coup, mais par étapes, avec des fusions, collisions et vagues de formations stellaires qui ont laissé des couches superposées. À l'intérieur de l'album, le matériel n'est pas immobile.
le gaz orbite. Les étoiles se déplacent à différentes vitesses selon leur distance par rapport au centre. Certains montent et descendent légèrement sur le plan. Ces petites oscillations, mesurées avec précision par des missions comme Gaïa et par des techniques telles que l'astérosismologie, permettent de reconstruire âge, composition et trajectoire. Mais même cette carte a un problème. L'album n'est pas tout ce qu'il y a. Au-delà des zones où la densité des étoiles est élevée, on trouve encore des objets liés gravitationnellement à la Voie lactée. Amas globulaire, de très vieilles étoiles solitaires, des courants stellaires, des fils allongés qui traversent le ciel et sont les vestiges de petites galaxies déchirées par notre propre galaxie. Tout cela fait partie de l'auréole stellaire, et l'auréole s'étend bien au-delà du bord lumineux du disque. Lorsque l'on s'éloigne radialement du centre, la lumière des étoiles diminue. Les bras en spirale deviennent diffus. Le gaz froid est en quantité limitée. Le taux de formation des étoiles diminue. Il pourrait sembler raisonnable de dire « c'est tout ce que la galaxie va ». Mais les étoiles les plus éloignées que nous pouvons identifier comme faisant partie de la Voie lactée se trouvent à des distances de 100 000 années-lumière ou plus du centre. Et l'auréole, qui contient aussi de la matière noire, pourrait se trouver à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. En ce sens, la taille de la galaxie dépend du composant que nous incluons et de la faiblesse que nous considérons comme trop faible pour continuer à l'appeler nôtre. De plus, l'album n'est pas une figure parfaite. Ce n'est pas un plat rigide. Il est déformé. C'est un peu de travers. Des observations récentes montrent que le bord extérieur est déformé, avec une sorte d'ondulation. Cette forme pourrait être due à des interactions gravitationnelles avec des galaxies satellites, en particulier le Grand Nuage de Magellan et la naine du Sagittaire. Son passage près du disque aurait laissé une cicatrice dynamique, une oscillation que nous pouvons encore mesurer aujourd'hui dans la distribution des étoiles. Voici une première indication de pourquoi parler d'un tranchant est si compliqué. La galaxie n'est pas une île isolée. Au-delà du disque, au-delà de l'auréole immédiate, orbitent de petites galaxies compagnonnes. Certains sont irréguliers, d'autres sphéroïdales. Certains s'approchent, d'autres déménagent. Les plus massifs ont été volés et ont été dépouillés. Ces étoiles capturées se fondent dans les nôtres dans l'auréole. Il est difficile de tracer une ligne claire qui dise « Jusqu'ici ce qui est à nous, d'ici ce qui est dehors ». À l'échelle humaine, nous aimons les limites. Un pays a des frontières. Une ville a un périmètre. Une maison a des murs. Mais à l'échelle galactique, presque tout est progressif. La densité diminue continuellement. Le champ gravitationnel s'affaiblit, mais il n'est pas coupé d'un coup. La lumière est diffusée. Au-delà d'un certain point, on ne voit plus rien avec les instruments actuels. Cependant, cela ne signifie pas que la galaxie s'arrête là. Cela signifie que notre capacité à le détecter s'arrête là. En attendant, nous continuons à habiter une zone relativement calme. Le système solaire se déplace à l'intérieur du disque, s'éloignant du renflement plus chaotique et du bord plus mince également. Ici, la densité d'étoiles et de nuages moléculaires s'est modérée. Ce n'est pas un hasard si un tel environnement favorise la stabilité à long terme nécessaire pour qu'une planète comme la Terre maintienne des océans liquides
et une biosphère complexe pendant des milliards d'années. Nous sommes des habitants d'une banlieue galactique. Le domaine des étoiles et de la poussière. De notre point de vue, la Voie lactée est une frange. Mais si nous pouvions le voir de face, nous découvririons un album complexe. Un système organisé et chaotique à la fois. Dans ce chapitre, nous allons nous déplacer à l'intérieur de ce disque. Nous allons la suivre du centre jusqu'à ses zones les plus extérieures. Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre ce qui s'efface lorsque plus tard nous sortirons dans l'auréole. Au centre, l'ampoule monte. C'est une région bombée, remplie d'anciennes étoiles rougeâtres. Là, la densité stellaire est énorme. Le ciel nocturne, vu depuis une planète de cette région, serait presque blanc. Au cœur du renflement se trouve un trou noir supermassif, avec plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Sa gravité gouverne le mouvement des étoiles intérieures, mais l'ensemble du disque s'est maintenu par toute la masse de la galaxie, pas seulement par cet objet central. L'ampoule n'est pas une sphère parfaite. Une barre la traverse, une structure allongée d'étoiles qui traverse le centre comme un bâton lumineux. Beaucoup de galaxies spirales ont des barres. La nôtre aussi. Cette barre agit comme une autoroute gravitationnelle. Il canalise du gaz vers le centre, alimente la région interne et peut déclencher des épisodes de formation et d'activité stellaire autour du trou noir. Cela aide aussi à organiser les bras en spirale, qui naissent à leurs extrémités et roulent vers l'extérieur. Au-delà de l'ampoule et de la barre, le disque lui-même s'étend. Si nous le mesurions, nous verrions que son diamètre est d'environ 100 000 années-lumière dans les étoiles et que le plus faible gaz l'emmène encore un peu plus loin. Son épaisseur, en revanche, est beaucoup plus petite. Environ 1000 années-lumière pour la partie la plus dense, un peu plus pour les composants les plus diffus. C'est une immense plaque mince d'étoiles, de gaz et de poussière, traversée par des bras en spirale où le matériau est concentré. Les bras en spirale ne sont pas des rubans rigides faits d'étoiles de béton. Ce sont des motifs, des régions où la gravité crée une sorte d'onde de compression qui se propage à travers le disque. Lorsqu'un nuage de gaz entre dans l'onde, il se comprime, refroidit et commence à former des étoiles. Les plus massives naissent, brillent intensément et explosent en seulement quelques millions d'années. Ils meurent sur le champ, avant de s'éloigner du bras. C'est pourquoi les bras sont marqués par de jeunes étoiles bleues et par des nébuleuses de gaz ionisé. Le gaz dans le disque est avant tout de l'hydrogène. Une partie est sous forme atomique, répartie dans une large couche que nous pouvons cartographier avec des radiotélescopes grâce à la ligne de 20 et 1 cm. Cette émission radio nous permet de voir à travers la poussière et de suivre le disque bien au-delà de ce que la lumière visible permet. Grâce à de vastes relevés, les astronomes ont construit des cartes presque complètes de l'hydrogène du disque, avec des millions de points de données. Dans les régions plus denses et froides, cet hydrogène devient moléculaire. Les gigantesques nuages moléculaires sont les incubateurs d'étoiles. Ils peuvent contenir des centaines de milliers de masses solaires de gaz et s'étendre sur des dizaines ou des centaines d'années-lumière. Sa température est basse, à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. À l'intérieur, la gravité surpasse la pression du gaz et fragmente le nuage en cœur, qui finiront par enflammer de nouvelles étoiles et systèmes planétaires. Mais l'album n'est pas homogène.
il y a un disque fin et un disque épais. Le mince disque contient la majeure partie du gaz, de la poussière et des jeunes étoiles. C'est là que les bras en spirale et la formation active des étoiles sont concentrés. Le disque épais s'étend plus haut et plus bas que le rabot. Ces étoiles sont plus anciennes et comportent moins d'éléments lourds. Il s'est probablement formé au premier stade de la vie de la galaxie, lors de collisions et de fusions avec d'autres protogalaxies. Cette différence de composition et d'âge crée un gradient vertical de l'histoire. Il suffit de monter quelques milliers d'années-lumière pour trouver une autre population stellaire. Il existe également un gradient radial. Près du centre, le gaz est plus riche en métaux, tous des éléments plus lourds que l'hélium. De nombreuses générations d'étoiles y ont vécu et sont mortes. Ils ont enrichi le milieu par des explosions de supernovas et des vents stellaires. Vers la périphérie, le gaz est plus faible dans ses éléments élémentaires. Les étoiles nées là sont plus primitives, en termes chimiques. Ce changement en douceur de composition avec la distance est un indice de la façon dont l'album a évolué au fil du temps. Comment savoir tout cela si on ne peut pas voir l'album complet de l'extérieur? La réponse réside dans la combinaison de nombreuses techniques. En radio, l'hydrogène atomique dessine la structure globale du gaz. En millimètres, des molécules telles que le monoxyde de carbone révèlent les nuages au froid où naissent les étoiles. On a, en infrarouge, des missions comme WISE ont cartographié la luminosité de millions d'étoiles et la répartition de la poussière. En optique, des satellites comme Gaia ont mesuré les positions, distances et mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles, construisant une carte 3D de la portion du disque qui nous entoure. Le mouvement est fondamental. Les étoiles du disque suivent des orbites presque circulaires autour du centre. Ces vitesses nous indiquent la masse enfermée dans chaque rayon. Lorsque les astronomes mesurent ces vitesses à différentes distances, ils trouvent quelque chose de surprenant. Ils ne diminuent pas comme on s'y attendrait si toute la masse était concentrée au centre. Ils restent presque constants dans les régions extérieures. Cette rotation-là, plate, du disque est l'un des grands indices de l'existence de la matière noire dans la galaxie. Vu de côté, le disque présente des structures supplémentaires, des usines étoiles où le gaz condense en grands complexes, restes de bulles creusées par des supernovas, des cheminées au gaz chaudes qui s'élèvent au-dessus de l'avion. Avec, sur les bords, un disque qui n'est pas complètement plat, mais légèrement déformé, comme un vinyle tordu. Ce retournement est probablement dû à l'attraction des galaxies satellites et au halo de matière noire. La structure même de l'album nous dit donc déjà ce qui se trouve en dehors de lui. À mesure que nous nous déplaçons vers l'extérieur, la densité du gaz froid diminue. Les nuages moléculaires deviennent rares. La formation stellaire s'affaiblit. De grands espaces, presque vides, apparaissent entre les quelques nuages dispersés. Il y a des étoiles, mais elles sont plus espacées. La luminosité de surface de la galaxie, si nous la regardions de loin, chuterait rapidement. Pour de nombreux usages pratiques, on pourrait ici dire que l'album est terminé. Au-delà de cela, la galaxie cesserait de ressembler à une spirale lumineuse et deviendrait une structure diffuse. Cependant, cela serait trompeur. Car même lorsque le disque visible a disparu, on trouve encore des étoiles liées gravitationnellement à la Voie lactée. Nous trouvons des amas globulaires en orbite beaucoup plus loin.
nous trouvons des flux d'étoiles traversant au-dessus et en dessous du plan, des vestiges de petites galaxies dévorées dans le passé. Et, par-dessus tout, nous déduisons la présence d'une quantité énorme de matière noire qui n'émet pas de lumière mais continue d'exercer la gravité. Le halo fantôme. Quand nous laissons le disque derrière nous et nous éloignons du plan, le paysage change. Les nuages moléculaires disparaissent. Les bras en spirale ne sont plus une structure claire. L'ampoule rétrécit derrière nous. La galaxie commence à ressembler moins à un disque et plus à une sphère diffuse. Nous entrons dans l'auréole. La première chose que nous trouvons sont les étoiles les plus anciennes. Ils sont petits, faibles, pauvres en éléments lourds. Beaucoup appartiennent à des courants stellaires. Des fils de lumière allongés traversant le ciel. Vestiges de galaxies naines déchirées par la gravité de la Voie lactée. Ces courants forment une sorte de fossile dynamique. Ils gardent la mémoire de vieilles rencontres et fusions. Flottent dans cet espace des amas globulaires. Ce sont des sphères compactes de dizaines de milliers, voire de millions d'étoiles. Ils sont répartis autour du centre galactique sous une forme presque sphérique. La Voie lactée compte plus de 150 amas globulaires connus et probablement beaucoup d'autres cachés derrière la poussière ou dans les régions extérieures. Les amas globulaires sont très anciens. Beaucoup ont plus de 11 ou 12 milliards d'années. Certains se sont formés avec la galaxie elle-même. D'autres arrivèrent en temps portés par des galaxies naines qui furent ensuite capturées. En étudiant leur âge et leur composition, les astronomes ont pu reconstituer une partie de l'arbre généalogique de la Voie lactée. Il existe des clusters qui trahissent de grandes fusions par le passé. D'autres évoquent une formation plus calme dans le cadre original. Si nous continuons à monter, nous constatons que beaucoup de ces amas orbitent bien au-dessus et en dessous du plan du disque. 10, 15, 20 kiloparsecs de haut. Ils font partie de l'auréole interne et extérieure. Ces orbites allongées, inclinées, parfois rétrogrades, sont un autre indice que la galaxie n'a pas grandi seule. Il a été construit par coups. Chaque satellite tombé ramenait étoiles, gaz, amas et matière noire. L'auréole stellaire, cependant, n'est que la partie visible du problème. Entre ces vieilles étoiles s'étend un immense milieu gazeux, presque invisible. Une couronne chaude de gaz à des températures de millions de degrés. Ce gaz émet principalement sous forme de rayons X faibles et dans des lignes très spécifiques d'éléments ionisés, comme l'oxygène. Sa détection a nécessité des télescopes spatiaux sensibles à haute énergie et une spectroscopie rigoureuse. Les observations indiquent que cette couronne s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière au-delà du disque. C'est-à-dire que le gaz chaud dans l'auréole peut occuper un volume plusieurs fois plus grand que la partie visible de la galaxie. Leur masse totale pourrait être comparable à celle de toutes les étoiles réunies. Cette couronne, en plus, peut résoudre une partie du soi-disant problème des baryons manquants, l'absence apparente de matière normale que les modèles prédisaient si l'on ne comptait que les étoiles et les gaz froids. L'auréole gazeuse n'est pas un simple dépôt passif. Il se nourrit de matière que le disque lui-même éjecte par supernova, vent stellaire et activité au centre. Et en même temps, elle renvoie du gaz au disque sous forme de pluie lente qui retombe et maintient la formation des étoiles pendant des milliards d'années. La galaxie respire à travers cet échange.
éjecte, chauffe, refroidit et acre. L'auréole est le poumon thermique de la Voie lactée. Sous tout cela, et s'étendant encore plus loin, se trouve la composante dominante, la matière noire. Il n'émet pas de lumière, il n'absorbe ni ne réfléchit. Cela ne se révèle que par son sérieux. Lorsque nous mesurons la rotation du disque, en suivant les orbites des étoiles halo et des amas globulaires, nous constatons qu'il y a un manque de masse, beaucoup d'argent. Pour que les vitesses observées aient un sens, la galaxie doit être enveloppée d'un halo de matière invisible. Les estimations varient, mais ils situent généralement la masse totale de l'auréole de matière noire de la Voie lactée à environ 1 trillion de masses solaires, avec un rayon viral compris entre 100 et 200 kiloparsecs. Cela équivaut à environ 300 000 à 650 000 années-lumière. C'est-à-dire que le volume gravitationnellement dominé par notre galaxie est plusieurs fois plus grand que le diamètre lumineux du disque. De ce point de vue, la véritable limite de la Voie lactée est bien plus éloignée que ce que la bande d'étoiles que nous voyons dans le ciel le laisse penser. Ce halo de matière noire n'est pas uniforme. Les simulations numériques montrent qu'il contient des sous-halos, de petits amas pouvant accueillir des galaxies ou des amas nains. Certains sont détruits par les marées, d'autres survivent en tant que satellites. L'auréole n'est donc pas une sphère lisse et parfaite, mais une structure remplie de reliefs, de vides et de résidus de fusion passée. La Voie lactée porte les cicatrices de sa croissance dans la distribution de sa matière noire. Lorsqu'un satellite massif approche, son propre halo de matière noire se chevauche avec le nôtre. Le résultat est une danse de déformation. Des files d'attente se forment. Des courants sont créés. Une partie de la matière du satellite est détachée et ajoutée à l'auréole principale. Une partie est piégée dans des orbites excentriques. Cette interaction modifie non seulement la structure de la matière noire, cela affecte aussi le disque. Vous pouvez le plier, le tordre et générer des ondulations qui traversent le plan. Des amas globulaires sont également impliqués dans cet échange. Certains semblent s'être formés à côté du disque ou du bulbe. D'autres, selon leurs orbites et compositions chimiques, proviennent de galaxies naines qui ont été englouties. Des études récentes suggèrent qu'une fraction significative des amas de halo avait une origine externe. Ce sont des souvenirs de systèmes qui n'existent plus, mais qui ont laissé leur marque sur la galaxie dans son ensemble. Ce qui frappe le plus avec ce halo, c'est qu'il n'y a pas de point où il s'arrête soudainement. La densité des étoiles diminue de plus en plus. Le gaz chaud devient plus fragile. La fraction de matière noire encore liée à la galaxie est diluée jusqu'à ce que, quelque part, l'influence des autres systèmes voisins devienne comparable. De manière concrète, nous définissons un rayon virial, une frontière statistique. En son sein, la Voie lactée domine. Dehors, l'environnement du groupe local règne. Entre le disque et cette frontière très éloignée, l'halo est un espace de transition. C'est là que se produit l'échange de matière avec le milieu intergalactique. Les strass des galaxies que nous avons dévorées flottent là. Des rivières de gaz sont arrachées à nos satellites. L'une des structures les plus marquantes de l'auréole est précisément un immense flot de matière qui n'est pas né dans le disque, mais dans deux compagnons très proches, les nuages de Magellan. Nuages de Magellan et galaxies satellites.
Si nous pouvions éteindre toutes les lumières des villes de l'hémisphère sud et regarder patiemment, nous verrions 2 taches lactées suspendues dans le ciel. Ce ne sont pas des nuages dans l'atmosphère. Ce sont 2 petites galaxies. Ce sont nos compagnons. Pendant des siècles, ils ont été considérés comme des curiosités. Aujourd'hui, nous savons qu'ils déforment la limite de la Voie lactée et que la Voie lactée les brise aussi. Le plus grand est appelé le Grand Nuage de Magellan. C'est une galaxie irrégulière, située à environ 160 000 années-lumière. Elle contient quelques centaines de millions d'étoiles. Elle ne représente qu'un centième de la masse de la Voie lactée. Sa sœur cadette, le petit nuage de Magellan, est un peu plus loin, à environ 200 000 années-lumière. Point de vue depuis le Latère est composé d'îles lumineuses avec des régions de formation stellaire très intenses et des nuages de gaz turbulents. Entre les deux, il y a un pont, un filament de gaz qui relie les 2 galaxies naines. Ce pont émane la preuve directe de leur interaction mutuelle. La gravité d'un gaz en bande par rapport à l'autre. Il l'étire, cela le déplace. Et la Voie lactée, qui domine l'ensemble, attire les 2 en même temps. Le résultat est un système triple. Ce n'est pas une grande galaxie avec des satellites passifs. C'est une danse à 3 corps, où personne ne s'en sort indemne. Derrière les nuages se trouve une structure encore plus spectaculaire. Le courant de Magellan, un gigantesque arc d'hydrogène qui entoure une partie du ciel. On le voit surtout à la radio, sous forme de pistes roses ou jaunes sur les cartes. On pense qu'il est composé de matière arrachée aux nuages lors de leurs orbites autour de la Voie lactée. Cela représente des centaines de millions de masses solaires de gaz réparties sur plus de 100 degrés dans le ciel. Ce gaz ne restera pas en flotte éternellement. Une partie tombera lentement dans le halo et le disque galactique. Il finira par se mélanger au milieu interstellaire et devenir le carburant de nouvelles générations d'étoiles. Le courant de Magellan est un canon cosmique. Il relie les réservoirs de gaz des galaxies naines au moteur de formation stellaire de la Voie lactée. Sans cette contribution, la galaxie manquerait de matière fraîche plus tôt. Les nuages ne sont pas les seuls compagnons. Notre galaxie est entourée d'une collection étonnamment riche de galaxies naines. Beaucoup sont sphéroïdales, pauvres en gaz, avec très peu de formations stellaires actuelles. D'autres sont irréguliers, avec des gaz et quelques jeunes étoiles. Certains, comme la galaxie naine du Sagittaire, sont si proches qu'ils sont déjà littéralement déchirés. La galaxie naine du Sagittaire orbite autour de la Voie lactée sur un trajet très raide par rapport au disque. Chaque fois qu'il passe à proximité, les marées gravitationnelles arrachent les étoiles et la matière noire. Ces étoiles forment un ou plusieurs anneaux qui entourent la galaxie principale. Des cartes récentes montrent des traces de ces courants tournant autour du disque comme l'empreinte d'une fronde jetée dans l'eau. De notre point de vue, ces courants sont essentiels. Ce sont des montres. En mesurant ces formes, ses vitesses et ses compositions chimiques, les astronomes reconstituent combien de fois le Sagittaire est passé par le disque, combien il s'est étiré et combien de masse il a perdu. Chaque orbite est une gifle au visage du bord de la Voie lactée. Cela génère des ondulations sur le disque. Elle peut déclencher des épisodes de formation d'étoiles. Il a même été proposé qu'aucune de ces rencontres ait pu influencer l'environnement où le Soleil s'est formé plus tard. D'autres galaxies naines sont moins spectaculaires,
mais elles laissent aussi des marques. Certains, comme Draco ou Sculptor, sont de petits nuages d'étoiles anciennes orbitant dans l'auréole extérieure. Ce sont des laboratoires d'évolution galactique en miniature. Ils contiennent très peu d'éléments lourds. Cela indique qu'ils ont formé leurs étoiles très tôt dans l'histoire de l'univers, puis ont perdu du gaz, en partie à cause d'explosions de supernovas, en partie à cause de la pression environnementale et par la Voie lactée elle-même. Beaucoup de ces nains sont si faibles qu'ils sont passés inaperçus pendant des décennies. Ce n'est qu'avec des relevés profonds du ciel, comme ceux de Sloan ou DES, qu'ils ont commencé à apparaître comme des accumulations lumineuses d'étoiles. Chaque nouvelle détection ajoute un point supplémentaire aux nuages de satellites entourant la Voie lactée. Et chaque point, lorsqu'il est étudié en détail, révèle sa propre histoire de fusion, de fuite de gaz et de rencontres rapprochées. L'ensemble est un système hiérarchique. La Voie lactée domine. Des satellites orbitent autour de lui. Certains sont liés, comme les deux nuages. Ils se déplacent tous dans l'auréole de matière noire de la galaxie principale. Certains tombent pour la première fois. D'autres ont déjà circulé plusieurs fois. En même temps, le halo n'est pas un fond statique. Répondez, il est déformé, il se détend. Ce réseau d'interactions rend la limite de la galaxie bien plus complexe qu'elle ne le paraîtrait en regardant un simple dessin d'un disque. Dans les cartes de gaz, cette complexité est très évidente. Le courant de Magellan n'est pas une ligne nette. C'est une cassette fragmentée. Il y a des fourches, des nœuds, des régions où le gaz est plus ionisé et d'autres où il reste froid. À certains moments, le gaz se mélange à l'auréole chaude de la Voie lactée et commence à s'évaporer. Dans d'autres, il semble survivre plus longtemps, protégé par des nuages denses. C'est la frontière entre le gaz des nains et le gaz de la grande galaxie. Une frontière qui ne peut pas être tracée par une seule ligne. Quelque chose de similaire se produit avec les étoiles. Dans le ciel, certains courants croisent le disque. D'autres l'entourent. Lorsque nous avons mesuré leur composition chimique, nous avons constaté qu'ils ne ressemblent pas tous à la population standard de Halos. Certains ont des signatures correspondant à celles de groupes globulaires spécifiques. D'autres ressemblent à des étoiles de nains connus. Ces empreintes nous permettent de reconstituer la quantité de matière arrivée de l'extérieur et celle qui s'est formée dans la Voie lactée elle-même. Tout cela a une conséquence importante pour l'idée de débordement. Si l'on regarde uniquement le disque, on pourrait dire que la galaxie se termine là où la plupart des jeunes étoiles et du gaz froid s'arrêtent. Mais quand on ajoute les galaxies satellites, le halo et les flux de gaz à l'équation, la frontière devient floue. Il existe des régions où le gaz des nuages est déjà presque entièrement mélangé avec l'auréole de la Voie lactée. Dans d'autres, les nuages eux-mêmes conservent encore leur identité. En un sens, le bord est un processus, pas un lieu. Cela a aussi des conséquences pour l'avenir. Les nuages ne seront pas toujours là où ils sont. Les modèles dynamiques suggèrent qu'ils pourraient être dans leur première approche forte de la Voie lactée. Si c'est le cas, son orbite se dégradera avec le temps. Ils perdront plus d'énergie et plus de matière. Ils finiront par être complètement absorbés. Dans ce processus, ils transfèrent tout le moment angulaire, perturbent à nouveau le disque et modifient la distribution de la matière noire dans l'halo. Vu de loin, tout cela donnera un bord déformé. Au lieu d'un halo symétrique et silencieux, la galaxie montrera des bosses,
des queues, des courants. Chacun d'eux correspondra à une naine digérée, un nuage en chute ou un satellite plus ancien. Notre galaxie, discrètement, s'est construite par des voisins dévoreurs. Et ce faisant, il brouille continuellement sa propre frontière. Notre archipel de galaxies. Lorsque nous prenons suffisamment de distance de la Voie lactée et de ses satellites, une autre silhouette apparaît. Notre galaxie n'est plus le centre de la carte. Il s'agit simplement d'une des îles d'un archipel beaucoup plus vaste, le groupe local. Une poignée de galaxies qui voyagent ensemble dans l'espace, unies par une histoire commune de gravité et de temps. Le groupe local a une forme allongée, presque comme un pois. À une extrémité se trouve la Voie lactée avec ses satellites. Dans l'autre se trouve Andromède, accompagnée de sa propre cour de galaxies naines. Entre les deux pôles, des systèmes plus petits flottent, certains liés à l'un des deux grands, d'autres en position intermédiaire, presque neutres. Au total, les catalogues modernes comptent plus d'une centaine de membres dans un rayon d'environ 1 mégaparsec, soit environ 3 millions d'années-lumière. La protagoniste de l'autre extrême est Andromeda. C'est une galaxie spirale un peu plus grande que la Voie lactée. Elle possède également une barre centrale, des bras en spirale et un halo peuplé d'amas globulaires et de courants stellaires. Elle forme, avec notre galaxie, l'axe du groupe local. La distance entre les deux est d'environ 2,5 millions d'années-lumière. Ils ne le sont pas encore. Ils se rapprochent. Dans quelques milliards d'années, ils fusionneront. Plusieurs galaxies satellites orbitent autour d'Andromède. Certaines sont de petites elliptiques, comme M32 et M110. D'autres sont des naines sphéroïdales avec une très faible luminosité de surface, à peine visibles même avec des télescopes modernes. Ces compagnons subissent des processus similaires à ceux que la Voie lactée impose à ses propres nains. Des marées qui les déforment. Perte de gaz, des flux d'étoiles qui se séparent et s'intègrent dans l'auréole de la grande galaxie. Le groupe local, vu de loin, montre 2 nuages de satellites autour de ses 2 membres principaux. Un peu plus loin se trouve la 3e grande galaxie du groupe local. C'est le Triangle, également connu sous le nom de M33. C'est une spirale plus petite, sans barre claire, située non loin d'Andromède. Il existe des indices que les deux auraient pu avoir eu une rencontre rapprochée dans le passé. Cette étape aurait laissé des cicatrices sur la distribution de gaz et l'histoire de formation stellaire d'Andromède. M33 pourrait être un satellite de luxe ou un compagnon en large orbite autour du système Voie lactée Andromède. Le reste du groupe local est peuplé de galaxies beaucoup plus modestes. Beaucoup sont des nains sphéroïdaux, pauvres en gaz et avec des étoiles très anciennes. D'autres sont des nuages irréguliers. Petits dés. De gaz et d'étoiles beaux jeunes, avec des formes déformées. Certains orbitent près des grandes. D'autres semblent flotter plus isolés, dans des régions où l'influence de la Voie lactée et d'Andromède est presque équilibrée. Parmi les nains les plus intéressants figurent ceux qui vivent dans ce genre de No Man's Land. Des galaxies telles que Double M, EC 1613, Léo A, Phénix ou Tucana se trouvent à des distances proches du rayon virial du groupe local. Ils ne sont clairement pas dans la sphère d'influence immédiate des grandes entreprises. Ce sont des laboratoires uniques. Dans ces cas, nous pouvons étudier comment une petite galaxie évolue
sans la pression constante d'un voisin géant dévorant son gaz ou déformant son disque. WM, par exemple, est une naine irrégulière située à près d'1 million d'années-lumière de la Voie lactée. Les études sur son histoire de formation stellaire montrent qu'il n'a pas eu une seule explosion précoce, puis un long silence. Il a construit ses étoiles de manière plus répartie au fil du temps. Cela suggère que son environnement relativement isolé lui permettait de stocker le gaz et de l'utiliser plus progressivement, sans être arraché par les marées ou la pression externe du gaz chaud. Léo A est un autre cas particulier. Il est extrêmement pauvre, en conditions d'intemblement lourd. La plupart de ces étoiles se sont formées relativement tard dans l'histoire de l'univers. Sa position dans une région éloignée des sous-groupes dominés par la Voie lactée ou Andromède en fait un exemple de galaxie tardive. C'est presque comme s'il s'était éveillé alors que d'autres formaient déjà des étoiles depuis des milliards d'années. Ce délai témoigne des différences dans les conditions initiales du gaz du groupe local et de la façon dont de petits changements de densité peuvent modifier des lignes temporelles entières de l'évolution galactique. D'autres naines, telles que NGC 6822, Aquarius ou Pegasus Irregularis, présentent des motifs encore plus variés. Certaines présentent des zones de formation stellaire récentes superposées à des populations très anciennes. D'autres semblent avoir été arrêtées à un moment donné, peut-être par la perte soudaine de gaz suite à une série d'explosions de supernovas. Ensemble, ces systèmes miniatures fonctionnent comme des capsules temporelles. Chacun préserve des indices sur différentes phases de l'histoire du groupe local. À l'échelle mondiale, le groupe local occupe un volume d'environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Dans ce volume, la gravité de la Voie lactée et d'Andromède domine le mouvement de la plupart des galaxies. Au-delà d'un certain rayon, le soi-disant rayon à vitesse zéro, l'expansion de l'univers est de nouveau imposée. À cette frontière, les galaxies cessent de tomber vers le centre du groupe local et commencent à suivre, en moyenne, le flux global de l'expansion cosmique. Ce rayon est estimé à environ 1 mégaparsec. Au-delà de cela, les choses ne sont plus notre groupe. Ils font partie de la campagne environnante ou d'autres groupes voisins. Cela introduit une nouvelle notion de tranchant. Nous ne parlons plus seulement de l'endroit où la Voie lactée se termine. Nous parlons de la distance dans laquelle la gravité conjointe de notre galaxie et d'Andromède maintient les autres prisonniers. Au sein du groupe local, les galaxies peuvent tourner, tomber, fusionner et orbiter pendant des milliards d'années sans s'échapper. De ce volume, l'univers en expansion les arrache lentement loin de nous. Cependant, cette frontière n'est pas non plus un mur rigide. C'est une surface définie par des statistiques et des dynamiques, et non par une arête visible. Certaines galaxies sont à leur limite. Des massystèmes tels que le regroupement de NGC 3109 et des sextants A et B, par exemple, sont si éloignés qu'il est difficile de décider s'ils appartiennent réellement au groupe local ou s'ils forment un petit groupe indépendant, lié peut-être à des structures encore plus grandes. La carte cesse d'être un dessin de points et devient un champ de force. Quand on considère le groupe local dans son ensemble, une chose devient claire. Nous ne faisons pas exception. Nous ne sommes pas une galaxie isolée au milieu d'un vide. Nous faisons partie d'une famille de plus d'une centaine de membres, dominée par 2 grandes spirales, accompagnée d'une 3e plus petite et entourée de dizaines de petits compagnons.
C'est cet environnement qui a conditionné le nombre de fois où nous avons subi des fusions importantes. Combien de gaz est arrivé de l'extérieur? Quand la grande collision avec Andromeda s'enflammera-t-elle? Cependant, le groupe local ne flotte pas seul non plus. Nous faisons partie d'une structure encore plus vaste, un réseau de groupes et d'amas de galaxies qui s'étend sur des dizaines, voire des centaines de millions d'années-lumière. Si le groupe local est un archipel, les amas et superamas sont des continents séparés par des océans vides. Pour vraiment comprendre où s'arrête la domination de notre galaxie et où commence celle des autres, il faut aller un cran plus loin sur l'échelle. Arrêtez de ne voir qu'un seul groupe et commencez à voir le réseau dont il fait partie. Galaxie. Extrême. Les monstres radio. Plus on étend encore la carte, le groupe local devient quelque peu petit. Il cesse d'occuper toute la peinture. Cela devient un point au sein d'une structure beaucoup plus vaste. Nous ne parlons pas de quelques dizaines de galaxies. Nous parlons de milliers, d'amas et de superamas reliés par un réseau de matière s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. C'est la toile cosmique. La première chose qui apparaît, ce sont les amas de galaxies. Contrairement au groupe local où il n'y a que quelques grandes galaxies, des centaines, voire des milliers de galaxies peuvent coexister dans un amas riche. Ils sont immergés dans le même puits gravitationnel, entourés d'un nuage de gaz chaud qui émet des rayons X et d'un énorme halo de matière noire. Entre les galaxies, l'espace n'est pas vide. Il y a des filaments de gaz, des restes d'interaction, des jets de plasma entraînés par des trous noirs centraux. Un exemple proche est le groupe de la Vierge. Elle se trouve à environ 50 à 60 millions d'années-lumière. Elle contient plusieurs milliers de galaxies. Parmi eux figurent des spirales, des elliptiques géantes et des nains de toutes sortes. L'amas de la Vierge n'est pas seulement un endroit avec de nombreuses galaxies. C'est aussi une sorte de nœud gravitationnel. La matière de son environnement s'y déverse lentement. Notre propre région de l'univers ressent son attirance. Le groupe local, cependant, ne se trouve pas dans la Vierge. C'est en périphérie. Il fait partie d'une autre structure plus vaste que les astronomes ont appelée l'Aniakea, un superamas qui englobe la Vierge, notre région, ainsi que d'autres amas et groupes voisins. Le nom signifie « ciel immense » en hawaïen. C'est approprié. L'Aniakea s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière. Comment savons-nous que ces galaxies et amas appartiennent à la même structure? Il ne suffit pas de les voir projetés dans le ciel. Leur distance et leur déplacement doivent être mesurés. L'expansion de l'univers fait que les galaxies s'éloignent en moyenne les unes des autres. Mais au-dessus de ce mouvement général se superposent des vitesses particulières, dues à la gravité des grandes concentrations de matière. Suite à ces écarts, les astronomes ont reconstitué les flux de galaxies s'écoulant dans le cœur de la toile d'araignée. Sur une carte de ces courants, le groupe local apparaît comme une petite goutte de matière qui descend lentement, une pente gravitationnelle. Cette pente nous relie à la Vierge et à d'autres rassemblements de masse. Dans cette image, la bordure d'aigu de la Voie lactée est sans importance. Ce qui compte, c'est la région de l'espace dans laquelle la matière se déplace de façon cohérente, traînée le long du même bassin gravitationnel. La toile cosmique n'est pas composée uniquement d'amas. Des filaments se répartissent entre eux. Ce sont des régions longues et relativement étroites, où la densité des galaxies est supérieure à la moyenne de l'univers.
mais inférieure à celle des en bas. Le long de ces filaments, le gaz et la matière noire s'écoulent vers les énormes nœuds. Entre les filaments, il y a des vides, de grandes bulles d'espace où il n'y a presque pas de galaxies. Ces régions sont sous-denses. La matière a tendance à s'échapper vers les zones plus riches. Si nous pouvions voir directement la distribution de la matière noire, le tableau serait très clair. Nous verrions un réseau tridimensionnel de fils lumineux reliant des boules denses. Les galaxies seraient simplement les points lumineux qui marquent les endroits où la matière a été suffisamment concentrée pour former des étoiles. De ce point de vue, la Voie lactée n'est qu'une minuscule lueur dans l'un de ses fils. Cette structure n'est pas sortie de nulle part. Dans l'univers primitif, de petites fluctuations de densité dans le plasma primordial ont été amplifiées au fil du temps. Là où il y avait un peu plus de matière, la gravité l'attirait encore plus. Ces zones ont pris de l'ampleur. Ils sont devenus les noyaux des amas futurs. Les filaments marquent les chemins sur lesquels cette matière est tombée. Les vides restaient des régions progressivement vidées. Dans ce contexte, parler de la limite d'une galaxie revient presque à parler de la lisière d'une ville vue depuis un avion en haute altitude. Une ligne administrative peut être tracée, mais la réalité est un continuum. Les maisons deviennent moins denses. Les villages voisins apparaissent plus tard. Entre les deux, il y a des routes, des quartiers dispersés, des zones industrielles. La toile cosmique est ce paysage, porté à des échelles de millions d'années-lumière. Cependant, même à cette échelle gigantesque, il existe une hiérarchie. Au sein d'un amas, les galaxies sont liées gravitationnellement. Ils peuvent entrer en collision, fusionner, perdre du gaz à cause de la friction avec le milieu chaud de l'amas. Dans un filament, les galaxies se déplacent vers les nœuds les plus denses. Dans le vide, les quelques galaxies présentes s'éloignent les unes des autres plus vite que la moyenne. Cette structure conditionne l'avenir de chaque galaxie individuelle, y compris la nôtre. Pour la Voie lactée, appartenir à une région relativement calme a des conséquences. Nous ne sommes pas au cœur d'un amas dense, où les collisions et les fusions seraient inconstantes, où le gaz de la galaxie pourrait être arraché par la pression environnementale. Notre groupe local est situé dans une zone intermédiaire, assez dense pour former plusieurs grandes galaxies, mais pas assez dense pour les soumettre à un harcèlement continu. Cela a permis une évolution prolongée du disque et de l'auréole sans être complètement dépouillé de son gaz. En même temps, nous faisons partie d'un flux de matière qui a été finalement dirigé vers des concentrations plus massives. On peut imaginer le groupe local comme une feuille flottant dans un fleuve cosmique qui se jette dans la mer d'un grand amas de groupes. La feuille ne remarque pas la rivière à l'échelle de temps humaine. Mais sur des milliards d'années, le mouvement cumulatif est significatif. Notre environnement évoluera très lentement vers des régions plus denses. Tout cela reformule la question qui nous guide. Nous voulions savoir où se trouve la limite de notre galaxie. Nous avons constaté que la réponse dépend de l'ampleur. À l'échelle interne, le bord du disque est flou dans l'auréole. À l'échelle de l'halo, la frontière se fond avec la domination du groupe local. Et à l'échelle de la toile d'araignée, la Voie lactée n'est qu'une unité au sein d'un flux continu de matière. Mais il y a autre chose que cette structure nous permet de faire. Lorsque nous regardons les amas et les filaments, nous trouvons des galaxies qui ont traversé des histoires très différentes de la nôtre.
Certains sont d'énormes elliptiques, gonflés par des dizaines de fusions. D'autres sont des spirales tronquées, sans gaz, éteintes. Et il y en a un particulièrement spectaculaire. Les galaxies dont les centres sont si actifs qu'ils écrasent toutes les étoiles réunies. Ils remplissent l'espace avec des jets relativistes et des bulles de plasma. Ils sont les phares extrêmes de la toile cosmique. Quasars et galaxies sombres. Dans la plupart des galaxies, le trou noir central est un acteur distinct. Il est là, il pèse des millions ou des milliards de soleils, mais il n'engloutit la matière que de temps en temps. Dans d'autres, cependant, elle devient le cœur d'une machine extrême. Lorsqu'il reçoit suffisamment de carburant, un noyau actif s'enflamme et toute la galaxie change de caractère. Le processus commence près du centre. Du gaz, de la poussière et même des étoiles entières tombent vers le trou noir. Ils ne tombent pas en ligne droite. Ils forment un disque d'accrétion. Le matériau du disque tourne à des vitesses énormes. Il est chauffé par friction. Il atteint des températures si élevées qu'il émet tout, des rayons X aux ondes radio. Avant de franchir l'horizon des événements, une partie de cette énergie s'échappe sous forme de rayonnement et de jets. Ces jets sont la marque la plus spectaculaire des galaxies extrêmes. Ce sont des flux de particules chargées qui jaillissent des régions proches du trou noir. Ils voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils suivent les lignes du champ magnétique qui entoure le disque. Quand on les voit à la radio, ils ressemblent à de fines lances qui traversent la galaxie et sont perdus dans l'espace intergalactique. Dans de nombreux cas, les jets sont plus grands que le système stellaire lui-même. La galaxie n'est qu'un point lumineux au milieu. Les jets s'étendent sur des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière. À la fin, ils gonflent des lobes, d'énormes bulles de plasma qu'ils diffusent à la radio. C'est la marque de fabrique des radiogalaxies. Un exemple proche, NGC 2663. C'est une galaxie elliptique massive, située à environ 90 millions d'années-lumière. Des observations récentes ont révélé qu'il lance 2 jets hautement collimés qui s'étendent sur environ 355 kPa au total. Cela fait plus d'1 million d'années-lumière. Le jet entier mesure environ 50 fois le diamètre visible de la galaxie. Sur la carte radio, ce n'est pas la galaxie qui domine, mais les jets qui en sortent. Au centre de ND 2663 se trouve un trou noir actif. Le gaz de l'environnement y tombe, chauffe et alimente la machine. Le jet parcourt des dizaines de kiloparsecs sans se disperser. Dans certaines régions, elle se rétrécit et devient plus lumineuse. Il est probable que le gaz dans l'environnement le comprime et le collecte, comme si le milieu intergalactique était un moule qui ajuste la forme du flux. Ce dialogue entre le jet et l'environnement nous indique comment le gaz s'est réparti autour et combien d'énergie le trou noir injecte dans l'espace qui l'entoure. Un autre exemple extrême se trouve au centre de l'amas de Persée. Là, on trouve une galaxie géante appelée NGC 1275, également connue sous le nom de Persée A. Les images aux rayons X montrent un immense nuage de gaz chaud remplissant l'amas. Et au centre, un système de cavités, de bulles et de filaments. C'est l'œuvre du noyau actif,
de NGC 1275. Les jets du trou noir gonflant des bulles dans le gaz chaud. Ces bulles déplacent le gaz, creusent des interstices qui ressemblent à des régions plus sombres dans les rayons X et traînent du gaz froid sous forme de filaments s'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Ici, la galaxie n'est plus qu'un simple ensemble d'étoiles. Il est un régulateur du climat de l'amas. Le gaz chaud dans le cluster a tendance à refroidir et à tomber vers le centre. Si elle refroidissait trop, elle formait de grandes quantités d'étoiles. Mais le trou noir répond. Lorsqu'il reçoit plus de gaz, il est activé. Ces jets injectent de l'énergie dans l'environnement. Ils chauffent le gaz. Ils gonflent les bulles. Ils interrompent le flux de refroidissement. Cette boucle de rétroaction maintient le cluster dans un état intermédiaire. Il n'est ni complètement refroidi ni réchauffé jusqu'à ce qu'il soit vide. Dans de nombreuses galaxies radio, on voit la même histoire. Le jet pousse le gaz hors de l'environnement. Crée des caries. Elle génère des ondes de choc et des vortex. Une partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Une partie est conservée dans les champs magnétiques et les particules relativistes. Le résultat est un milieu intergalactique en mouvement, avec des régions où la formation stellaire ralentit et d'autres où elle peut monter si le gaz comprimé refroidit à nouveau. Toutes les galaxies extrêmes ne sont pas des géantes elliptiques dans des amas denses. Certaines spirales ont aussi développé d'énormes jets. Un cas frappant est celui d'une galaxie spirale similaire à la nôtre, cataloguée sous le nom G2345-0449. Ces avions radio s'étendent sur plus de 5 millions d'années-lumière. C'est l'une des plus grandes structures associées à une galaxie de ce type. Il montre qu'un disque avec des bras, des gaz et une formation d'étoiles peut encore héberger un noyau très actif, capable de lancer des jets qui traversent l'environnement. Les jets ont une autre curiosité. De notre point de vue, parfois l'un d'eux paraît beaucoup plus lumineux que l'autre. Ce n'est pas que le trou noir dirige plus d'énergie d'un côté. C'est un effet relativiste. Le jet qui s'approche de nous a son rayonnement comprimé par ce mouvement presque lumineux. Il semble amplifié. Celui qui s'éloigne a l'air à l'écart. Cet effet de renforcement Doppler aide à estimer les vitesses et les angles des jets par rapport à notre ligne de visée. Pris ensemble, un noyau actif transforme la galaxie en une machine transformatrice d'énergie. Le trou noir capte l'énergie gravitationnelle du gaz tombant et la renvoie à l'environnement sous forme de rayonnement et de jets. Cette énergie modifie la vitesse à laquelle les étoiles se forment. Ça jette une partie du gaz hors de la galaxie. Chauffer le milieu des grumeaux. Elle modifie la température, la densité et la dynamique de l'espace qui l'entoure. Dans le cas de la Voie lactée, notre trou noir central est aujourd'hui dans un état très terne. Il ne tire pas de jets géants. Cela n'enflamme pas d'énormes bulles dans l'auréole. Mais il y a des signes qu'il aurait pu être plus actif par le passé. Les vestiges de bulles gamma et de structures radio suggèrent que ce n'était pas toujours aussi silencieux. À d'autres époques, peut-être que notre galaxie avait aussi un noyau lumineux qui modifiait le gaz de l'auréole et du groupe local. Comparé à NGC 2663 ou Persée A, la Voie lactée semble modérée. Ce n'est pas une galaxie radio extrême. Un amas riche ne domine pas, mais elle est régie par les mêmes lois. Le même type de trou noir.
les mêmes processus d'accumulation et de rétroaction, mais dans une version plus douce. Comprendre les extrêmes nous aide aussi à comprendre les cas intermédiaires. Il y a un dernier détail important. Les jets et les cœurs actifs sont très visibles lorsqu'ils sont activés, mais ils ne durent pas éternellement. La phase d'activité peut n'occuper qu'une fraction de la vie totale de la galaxie. Il est possible que de nombreuses galaxies que nous considérons aujourd'hui comme normales aient traversé des phases de noyaux actifs intenses et qu'elles se réallument si elles reçoivent une nouvelle dose de gaz, par exemple après une fusion ou une rencontre rapprochée. Des messages dans l'espace-temps. Lorsque les télescopes ont commencé à détecter des points lumineux très éloignés et très brillants, il y eut de la confusion. Ils ressemblaient à des étoiles. Ils étaient compacts. Mais son spectre disait le contraire. Ils étaient si loin que pour briller ainsi, ils devaient libérer plus d'énergie que des galaxies entières. Ils étaient non des quasi-stars, des quasars, la face la plus extrême des noyaux actifs. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Au centre d'une galaxie, un trou noir supermassif reçoit une avalanche de gaz. Ce gaz ne tombe pas en ligne droite. Il forme un disque d'accrétion. En respirant dans le trou, il est chauffé par la friction et les forces de marée. Il atteint des millions de degrés. Elle brille sur tout le spectre. Une partie de cette énergie est canalisée en jets qui jaillissent à une vitesse proche de celle de la lumière. La combinaison du disque incandescent et des jets transforme le noyau en un phare capable d'éclipser le reste des étoiles de la galaxie haute. Un quasar typique libère des milliers de fois plus de lumière qu'une galaxie comme la Voie lactée. Et cela depuis une région comparable en taille à celle du système solaire. L'efficacité avec laquelle elle convertit la masse en énergie est énorme. Bien plus que celle de la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles. C'est pourquoi pendant un temps, le noyau actif domine la scène. La galaxie est réduite à un faible halo autour d'un point aveuglé. La plupart des quasars que nous avons observés sont très éloignés. Cela signifie que nous les voyons tels qu'ils étaient quand l'univers était jeune. Beaucoup sont à une telle distance que leur lumière a mis plus de 10 milliards d'années à nous atteindre. Nous les observons à une époque où les grandes galaxies croissaient encore rapidement, alimentées par des fusions et des flux de gaz froid qui circulaient le long des filaments du réseau cosmique. Dans ce contexte, le quasar n'est pas un accident. C'est un symptôme d'une croissance violente. Un grand réservoir de gaz tombe vers le centre. Le trou noir grandit. Le cœur s'illumine. Pendant quelques centaines de millions d'années, la galaxie entre dans une phase turbulente. Former des étoiles à un rythme très élevé. Il expulse une partie du gaz par le vent. Il enflamme des jets qui traversent l'eau et le milieu intergalactique proche. Ensuite, lorsque le carburant est épuisé ou expulsé, le cœur s'arrête. Le quasar disparaît. Une galaxie massive subsiste avec un trou noir désormais dormant ou presque dormant. L'impact d'un quasar ne se limite pas à sa propre galaxie. Les rayonnements et les vents peuvent chauffer le gaz environnant. Ils peuvent ralentir la formation d'étoiles dans les galaxies voisines, même à des distances de centaines de milliers ou de millions d'années-lumière. Des études récentes montrent
qu'autour de certains quasars très puissants, le gaz des galaxies voisines apparaît ionisé et pauvre en traces de formations stellaires récentes. C'est comme si le noyau actif avait asséché ses réserves. Paradoxalement, cette même intensité extrême est devenue un outil. Un quasar lointain sert de lanterne cosmique. Sa lumière traverse des nuages de gaz en chemin. Chaque nuage laisse une empreinte, une petite morsure dans le spectre. Ces absorptions révèlent du Havsanne, du gaz intergalactique, des filaments de la toile d'araignée et Mamamté, dans certains cas, quelque chose d'encore plus curieux, des galaxies qui n'ont presque pas d'étoiles. Galaxie sombre, une galaxie sombre est en essence un halo de matière noire et de gaz qui n'a pas encore commencé à former efficacement des étoiles. Ou qu'il les forme à un rythme si faible que la luminosité stellaire est négligeable. Pendant longtemps, ils ont été un concept théorique. Les simulations de la formation des galaxies prédisaient qu'il devrait y avoir une phase précoce, riche en gaz, mais pauvre en étoiles. Le problème, c'était de les voir. Sans étoiles, il n'y a pas de lumière propre. Ils semblent invisibles. C'est là que les quasars aident. Si une galaxie sombre se trouve près d'un quasar brillant, le rayonnement ultraviolet provenant du noyau peut exciter le gaz hydrogène de la galaxie. Ce gaz répond en émettant une raie caractéristique, la limène alpha. C'est une fluorescence cosmique. La galaxie, qui ne brille pas à cause de ses étoiles, s'illumine parce que le quasar l'illumine. Des observations approfondies avec des instruments tels que MUSE sur le Very Large Telescope ont tiré parti de cet effet. Ils ciblent des champs avec de puissants quasars. De nombreuses heures d'exposition sont intégrées. Dans le spectre apparaissent des taches d'émission Lyman alpha, sans population stellaire claire associée. Certains de ces endroits sont de bons candidats pour des galaxies sombres dans l'univers primitif. Des systèmes où le gaz ne s'est pas encore suffisamment effondré en étoiles, mais qui contiennent déjà de la masse et de la structure. Toutes les histoires autour des quasars ne sont pas si nettes. Il y a eu une affaire célèbre, connue sous le nom de quasar nu. Un noyau actif très brillant, HE 0450-2958, qui semblait dépourvu de galaxies hautes observables. Il n'y avait pas d'ampoule claire ni de disque à l'horizon. Cela a conduit à des propositions audacieuses. Peut-être que le trou noir avait été éjecté de sa galaxie après une fusion et voyageait seul. Peut-être assistions-nous à une phase où le noyau avait été activé avant que la galaxie ne soit terminée de s'assembler. Au fil du temps, des observations plus approfondies ont révélé des structures faibles de gaz et d'étoiles, ainsi que des signatures possibles de formation stellaire induites par le propre jet du quasar. L'image changea. Ce n'était pas un noyau flottant dans le vide, mais un système complexe, où le trou noir et le gaz environnant formaient, en même temps, une galaxie visible. Pourtant, l'épisode a laissé une leçon. Dans l'univers réel, la séparation entre noyau et galaxie peut être floue. Aux stades les plus violents de croissance, le trou noir et la galaxie se construisent mutuellement. Dans d'autres cas, les jets semblent enflammer des régions lointaines de gaz, comme s'ils dessinaient la lumière sur le contour de structures autrement invisibles.
Ils peuvent déclencher la formation d'étoiles dans les nuages de passage. Ou ils peuvent balayer l'essence et la laisser trop chaude pour qu'elle s'effondre. Le même mécanisme qui éteint les galaxies peut aussi, dans des circonstances spécifiques, aider à s'opposer aux autres. Tout cela nous oblige à voir les quasars non seulement comme des phares lointains, mais comme des agents actifs de l'évolution cosmique. Ils régulent quelles galaxies croissent et lesquelles s'éteignent. Ils transforment le gaz froid en plasma chaud. Ils modulent le nombre d'étoiles qui se formeront à l'avenir. Et en le faisant, ils nous fournissent des informations sur les toutes premières époques de l'univers, lorsque les premières grandes structures prenaient forme. Notre propre galaxie semble calme en comparaison, mais elle porte des cicatrices d'activités passées. 2 énormes lobes gamma, les bulles dites de Fermi, s'élèvent à des dizaines de milliers d'années-lumière au-dessus et en dessous du plan. Sa symétrie et sa forme indiquent une explosion d'énergie au centre de la Voie lactée il y a quelques millions d'années. Il est possible qu'elle soit due à une phase modérément active de notre trou noir, une version miniature de ce que nous voyons chez les quasars lointains. Le fait que le noyau de la Voie lactée ait connu de tels épisodes change notre façon de penser la limite de notre galaxie. Cela signifie que par le passé, des jets ou des vents pouvaient chauffer le gaz dans l'halo, modifier la couronne chaude et modifier le flux de matière entrant et sortant du système. La frontière entre notre galaxie et le milieu intergalactique n'est pas seulement une question de géométrie. C'est aussi le résultat de ces échanges d'énergie. L'avenir de notre galaxie. Quand on parle de galaxie, on pense à la lumière, en étoiles, dans du gaz incandescent. Mais l'univers n'est pas compté uniquement avec des photons. Il y a aussi des rides dans le tissu même de l'espace-temps, les ondes gravitationnelles. Grâce à eux, nous pouvons suivre des phénomènes qui se produisent bien au-delà de la Voie lactée et de sa limite visible. Des phénomènes qui parfois ne laissent même pas un éclair clair de lumière. Une onde gravitationnelle est une perturbation de l'espace-temps qui se propage à la vitesse de la lumière. Elle se produit lorsque de grandes masses se déplacent de manière très violente et accélérée. Par exemple, lorsque 2 trous noirs tournent l'un autour de l'autre et finissent par fusionner. Ou lorsque 2 étoiles à neutrons, des restes ultra compacts de supernovas, frôlent la collision. La théorie générale de la relativité l'avait prédit il y a plus d'1 siècle. Mais pendant des décennies, tout cela n'était que théorie. La situation a changé lorsque les grands interféromètres terrestres sont entrés en service. Des installations comme LIGO et Virgo ont commencé à mesurer des variations de distance absurdes. Variations de longueur inférieure au diamètre d'un proton, le long de bras de plusieurs kilomètres. Cette sensibilité était nécessaire, car lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle étire et comprime l'espace sur son passage. À peine, mais assez pour qu'un faisceau lumineux voyage un peu plus longtemps que l'autre. En 2015, la première détection claire a eu lieu. Un couinement, un signal qui augmentait en fréquence et en amplitude pendant une fraction de seconde. C'était la signature de 2 trous noirs, chacun de dizaines de masses solaires, fusionnant à plus d'1 milliard d'années-lumière l'un de l'autre. Aucun télescope n'avait rien vu dans cette région du ciel à cette époque. Seule la vibration de l'espace-temps nous a dit ce qui s'était passé. À partir de la forme du signal, il était possible de reconstituer la masse des trous noirs, l'énergie rayonnée
et la distance approximative au système. Depuis, les détections se sont multipliées. Des dizaines d'événements de fusion de trous noirs ont été enregistrés. Certaines avec des masses bien supérieures à celles prédites par les modèles classiques de l'évolution stellaire. Cela nous a forcés à affiner des théories sur la façon dont ces objets naissent dans différentes galaxies, avec des métallités et des environnements variés. Des fusions d'étoiles à neutrons ont également été observées. Dans ce cas, il y avait de la lumière en plus des ondes gravitationnelles. Un flash gamma, suivi d'un kilonova, une lueur transitoire produite par la synthèse d'éléments lourds tels que l'or et le platine dans le matériau éjecté. À d'autres moments, cependant, le signal d'onde gravitationnelle arrive de lui-même. Les fusions sont enregistrées lorsque l'objet le plus léger se trouve dans une zone ambiguë. Elle est trop lourde pour être une étoile à neutrons typique. Trop léger pour être un trou noir normal, selon ce que nous avions observé aux rayons X dans la Voie lactée. C'est ce qu'on appelle le fossé de masse. Chaque événement de ce type soulève des questions. Voyons-nous des étoiles à neutrons ultramassives s'effondrer dans le processus? Ou existe-t-il une population de trous noirs lumineux que nous n'avions pas pu détecter avec la lumière? L'essentiel c'est que beaucoup de ces fusions se produisent dans des galaxies lointaines, où nous ne pouvons pas distinguer les étoiles individuelles. Ce sont des taches pâles, petites galaxies naines, des systèmes dans des amas éloignés, ou même des régions au bord de Bonnenay, de grandes galaxies, où il y a à peine de la lumière. Bien que nous ne puissions pas les résoudre, les ondes gravitationnelles nous fournissent des informations de première main sur la population d'objets compacts qu'elles hébergent. C'est une manière d'étudier l'évolution stellaire au-delà de la Voie lactée qui ne dépend pas de la luminosité des étoiles, mais de la physique de leurs vestiges. Cela change aussi notre façon de penser la carte de l'univers. En lumière, le ciel est dominé par la Voie lactée au premier plan et par les galaxies et amas à l'arrière. Dans les ondes gravitationnelles, ce que nous voyons est une superposition de gazouillis venant de partout. Chaque signal provient d'un système différent à une distance différente. Si à l'avenir nous construisons des détecteurs beaucoup plus sensibles, tant au sol qu'à l'espace, nous pourrions commencer à détecter non seulement des événements individuels, mais aussi un fond d'ondes gravitationnelles. Un murmure collectif produit par toutes les fusions qui se produisent dans l'univers observable. Ce fond gravitationnel serait quelque chose comme un rétroéclairage micro-ondes, mais dans une tonalité différente. Un souvenir accumulé de processus violents dans des galaxies de toutes formes et tailles, de la limite de la nôtre jusqu'à la limite atteinte par nos instruments. Certaines propositions suggèrent même que nous pourrions détecter des ondes gravitationnelles de périodes beaucoup plus longues, en utilisant les pulsars comme des horloges ultra précises. Ces ondes de basse fréquence proviennent de paires de trous noirs supermassifs au centre de galaxies qui ne se sont pas encore complètement fusionnées. Ce serait une autre façon de voir comment les structures géantes du cosmos grandissent, par fusion. Il y a quelque chose de subtil dans tout ça. Lorsque nous observons une fusion de trous noirs à des milliards d'années-lumière, nous ne voyons pas simplement un événement de plus dans une galaxie lointaine. Nous étendons notre notion de là où la Voie lactée arrive en tant qu'observateur. La galaxie n'est plus seulement l'endroit où naissent nos étoiles.
C'est aussi la plateforme à partir de laquelle nous pouvons détecter des ondes venant de n'importe où dans le ciel, que la source soit cachée par la poussière, que la galaxie haute soit faible, ou qu'il n'y ait pas d'émissions électromagnétiques détectables. En un sens, les ondes gravitationnelles traversent la lisière de notre galaxie comme si elles n'existaient pas. Ils ne s'arrêtent même pas au halo. Ils ne sont pas détournés par le gaz. Ils ne ressentent la gravité qu'à grande échelle. Pour eux, la frontière entre à l'intérieur et à l'extérieur est sans importance. Cela introduit une idée intéressante. Notre galaxie a un avantage dynamique si l'on pense à la lumière et au gaz, mais en tant qu'observatoire gravitationnel, elle est directement connectée à l'ensemble de l'univers observable. En même temps, ces signes nous rappellent que l'univers a ses propres limites. Chaque fois que nous détectons une fusion très lointaine, nous entendons parler de quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années. L'onde a voyagé à travers presque toute l'histoire du cosmos jusqu'à ce qu'elle traverse le système solaire. Au-delà d'une certaine distance, cependant, l'expansion de l'univers et la faiblesse du signal rendront toute détection impossible. Il y aura des événements qui se produiront, mais dont les échos n'atteindront jamais la sensibilité de nos instruments. Et il n'y a pas que des limites techniques. Il y a des limites physiques. Au-delà d'un certain horizon, l'expansion accélérée de l'univers séparera les régions de l'espace si rapidement que ni la lumière ni les ondes gravitationnelles ne pourront se croiser d'avant en arrière. C'est un horizon d'événements cosmologiques, un bord non pas de la matière, mais d'une communication possible. Ainsi, les ondes gravitationnelles jouent un rôle curieux dans notre parcours. Ils nous ont permis d'aller au-delà de la Voie lactée, au-delà du groupe local, au-delà de ce que nous pouvons voir en lumière, suivant des collisions de trous noirs dans des galaxies que nous ne résoudrons jamais, comme des points lumineux individuels. On nous a appris que l'univers est dynamique, même dans ses structures les plus extrêmes. Mais ils nous ont aussi naturellement conduits à une dernière question. Si nous pouvons entendre des collisions aussi loin, y a-t-il une limite absolue à ce que nous pourrons observer? Y a-t-il un bord plus fondamental que le disque ou le halo? Dans la dernière étape du voyage, nous allons faire un pas en arrière de plus. Nous allons voir la Voie lactée comme une galaxie qui vit dans un univers aux horizons. Nous verrons ce que signifie vraiment parler de Umbor lorsque l'espace lui-même s'étend, et quel avenir attend notre galaxie lorsque nombre des lumières que nous voyons aujourd'hui dans le ciel ont disparu à jamais de notre portée.